Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e épisode de Mario Explore. Je suis Mario Lévesque, votre animateur, et on a décidé de développer ce podcast-là dans le but d'apporter des informations crédibles et compréhensibles pour la population en général, tout comme moi, parce que moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions, j'ai souvent peu de réponses, puis je suis curieux de nature, puis je pense que les gens ont le droit de savoir comment ça fonctionne. Autant au niveau de l'énergie que de la politique, au niveau social, notre but, c'est de vous apporter à tous des informations crédibles et dont vous allez pouvoir vous faire une tête. Aujourd'hui, on va avoir un invité spécial avec nous autres qui va être capable de nous démystifier qu'est-ce que le nucléaire, qu'est-ce que l'énergie en général du futur. Puis souvent, on entend nucléaire, on voit les radiations, puis les gens ont peur de ça. Pourquoi qu'on a peur de ça? Ça vient de où cette peur-là? Puis est-ce que c'est justifié? Notre invité, le docteur Marcel Lacroix, qui est titulaire d'un poste de professeur à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi docteur en ingénierie nucléaire de l'École polytechnique de Montréal. Docteur Lacroix, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Je trouve ça le fun qu'on ait des spécialistes comme vous, qu'on puisse s'adresser ici au Québec. Puis, notre podcast est nouveau, mais on a quand même plusieurs personnes qui nous suivent déjà. Puis, le but de notre podcast, c'est de démystifier différents pans soit de l'énergie ou du social ou de la politique. Aujourd'hui, avec vous, je veux qu'on parle d'énergie. Vous êtes un spécialiste dans le domaine. Premièrement, vous venez de où et qu'est-ce que vous avez fait comme étude, puis qu'est-ce qui vous a apporté dans ce domaine-là? Qui je suis? J'ai fait des études en physique et ensuite j'ai fait des études en ingénierie et puis le doctorat en génie nucléaire. Qu'est-ce qui m'a apporté dans ce domaine? Je dirais c'est la curiosité scientifique. Lorsque j'étais en physique, j'étais fasciné par la physique nucléaire. J'ai pris tous les cours de physique nucléaire et à la fin de mes études en physique nucléaire, je me disais, mais à quoi ça sert la physique nucléaire? Et c'est là que je me suis joint, j'ai fait le doctorat en génie nucléaire pour voir où la physique nucléaire arrête, le génie nucléaire commence. Et j'ai découvert dans le génie nucléaire qu'il y a mille et une applications que l'on ne soupçonne pas, qui façonnent notre vie de tous les jours, que ce soit dans l'énergie bien sûr, mais aussi dans l'agriculture, la criminalistique, la médecine, ainsi de suite. Donc voilà, c'est la curiosité scientifique. Et puis bien sûr, avec les études en physique et en génie nucléaire, ça m'a donné l'occasion d'avoir une carrière sur les 5 continents, à la fois comme ingénieur indépendant, mais à la fois aussi comme professeur d'université et à la fois comme employé dans différentes entreprises. Là, présentement, vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke. Présentement, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke. Je suis toujours ingénieur consultant pour différentes sociétés et entreprises dans le domaine des procédés. Et puis depuis 2018, je suis juge au tribunal de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. OK. Vous avez un emploi du temps bien chargé, à ce que je vois. Tout à fait, vous avez raison. C'est très intéressant. Docteur Lacroix, là, on est en zone de transition énergétique. OK? J'aimerais savoir votre point de vue. Où est-ce qu'on s'en va au niveau énergétique dans l'Ouest? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Quels vont être les prochains développements? Dans quelle orientation vous pensez que ça s'en va? C'est une grande question. Faire des prédictions, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Prédire l'avenir, c'est difficile. Prédire le passé, c'est très facile. J'aime pas trop cette expression transition énergétique parce que cette expression, une transition énergétique se fait quand même sur des décennies, voire des générations à venir. Et donc, nous, comme citoyens, on va voir des changements, mais très peu de changements. Le principal changement, c'est que l'énergie va coûter de plus en plus cher parce que nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes de plus en plus exigeants et nous utilisons de plus en plus d'énergie. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse,
on a une qualité de vie que l'on ne veut pas sacrifier. Et ça va demander de plus en plus d'utilisation de systèmes, de dispositifs, de mécanismes qui consomment de l'énergie. Il va y avoir un passage probablement de la consommation de combustible pour les machines, disons, de tous les jours vers l'électricité, une consommation additionnelle d'électricité. Mais ceci étant dit, ça va demeurer quand même marginal par rapport à la consommation d'énergie. OK, ça c'est intéressant comme point de vue. Ça fait que pour vous, comme on dit, vous n'aimez pas le mot transition, mais l'évolution de l'énergie va probablement se faire plus lentement que certains gens le souhaitent, avec une augmentation des prix, donc ça va avoir une incidence directe sur le coût de la vie puis de l'inflation. Oui, tout à fait. Je pense que on met beaucoup d'espoir dans les médias, parmi la population et parmi, bien sûr, les politiciens sur la transition énergétique. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va sacrifier notre qualité de vie pour cette transition énergétique. On le voit déjà en Europe, on s'est donné des politiques énergétiques en Europe qui ont maintenant des conséquences désastreuses puisque le prix de l'énergie a été décuplé, multiplié par 10 dans certains cas. Et puis, on le voit très bien, ils sont devenus otages du gaz provenant de l'Est. Et ça alimente un conflit qu'il y a déjà aux portes de l'Europe. Donc ça, c'est un peu malheureux. Mais ceci étant dit, si on revient au Québec, si on regarde au Québec et au Canada, nous sommes privilégiés. Par rapport à tout ce que j'ai vu dans le monde, le Canada est un pays extraordinairement privilégié avec des ressources énergétiques considérables, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, que ce soit l'uranium, que ce soit les terres rares, que ce soit les énergies renouvelables. Nous avons de l'espace, nous avons des ressources naturelles. Par contre, il faut savoir les utiliser, les exploiter à bon escient. Et ça, ça va être le grand défi. Le premier défi on a, c'est l'échelle de temps et l'échelle d'espace. La dernière transition énergétique qui a eu lieu, c'est au milieu du 19e siècle. Lorsqu'on est passé de la biomasse, la combustion de la biomasse, à la combustion des combustibles fossiles, c'est-à-dire le charbon et ensuite le pétrole et finalement le gaz naturel. Et cette transition s'est faite, mais sur des générations à venir. Elle ne s'est pas faite brusquement, elle s'est faite sur des générations à venir. Et si on regarde aujourd'hui ce qu'on s'est donné dans le monde depuis 1850, on s'est donné de nombreuses technologies. Oui, et une espérance de vie qui a augmenté directement. Voilà, la qualité de vie, le niveau de vie a considérablement augmenté. Et ça a pris tout ce temps pour mettre au point toutes les raffineries, les pétrolières, comment dirais-je, les réseaux électriques, élaborer les réseaux de transmission électrique, construire les centrales hydroélectriques, construire les centrales thermiques, construire les centrales nucléaires, mettre au point des turbines à gaz, des turbines hydrauliques, des turbines éoliennes, ainsi de suite. Donc, c'est une transition qui s'est faite sur des décennies, voire des générations. Et si on rêve un jour de retourner vers les énergies renouvelables, c'est-à-dire que l'eau, le vent, le soleil, ça va prendre des générations, bien sûr, à mettre au point, à mettre tout ceci en œuvre. Donc ça, c'est le premier grand défi. Donc ça va pas se faire en claquant des doigts. Le deuxième grand défi des énergies renouvelables, ou du moins la transition énergétique, si on s'en va vers les énergies renouvelables, ça va être ce qu'on appelle l'intermittence. L'intermittence, c'est-à-dire que, vous le savez, le soleil et le vent ne sont pas toujours au rendez-vous. Voilà. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on s'est construit un monde dans lequel vous et moi, et vos auditeurs, on peut pas s'imaginer manquer d'électricité, manquer d'énergie. C'est impensable. Dans 12 on a heures une par panne jour, d'électricité. Voilà, exactement. Donc, avec les énergies renouvelables, il va falloir vivre avec cette intermittence.
Alors ça, les ingénieurs la connaissent très bien et l'intermittence du soleil et du vent, ça n'a rien de technologique. C'est Non. tout relié à la nature. Si vous faites de la voile ou de la planche à voile, quand il n'y a pas de vent, ben, vous en faites pas, c'est tout. Et le soleil, ben, il n'est pas toujours au rendez-vous. La nuit, il n'est pas là, et puis le jour, ben, quelquefois, c'est nuageux, etc. Donc, il va falloir composer avec ça, et ça, on ne sait pas encore comment composer. Vous allez me dire, oui, mais donnez-moi un exemple. Ben, je vous donne un exemple. Si on regarde l'électricité, la seule façon de produire de l'électricité de façon massive et continue, sans interruption, dans le monde, il y en a 3. C'est les centrales thermiques, où on brûle du charbon ou du gaz naturel. C'est ce qui domine dans la production électrique mondiale. En deuxième position, presque ex aequo, c'est les centrales hydroélectriques et les centrales nucléaires. Ben, on dit, mais pourquoi ces 3 types de centrales ou ces 3 types de technologies? Ben, c'est parce que dans les centrales thermiques au charbon, au gaz naturel, on dispose toujours de montagnes de charbon ou de réservoirs de gaz naturel qui attendent pour être brûlés. Donc, c'est toujours disponible. Dans la centrale hydroélectrique, dans toutes les centrales hydroélectriques, on a un vaste barrage hydroélectrique avec un grand réservoir d'eau qui attend d'être turbiné pour produire de l'électricité. Dans une centrale nucléaire, on a des grappes de combustible nucléaire qui attendent d'être mises dans le cœur du réacteur pour produire donc la chaleur et entraîner des turbines, produire de l'électricité. Mais dans des centrales ou des parcs éoliens, ou encore dans un parc de capteurs photovoltaïques, on n'a pas de réservoir de vent et on n'a pas de réservoir de soleil. Il faut prendre le vent quand il souffle dans la bonne direction, à la bonne vitesse, et il faut prendre le soleil quand il est là. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la production d'électricité, on peut stocker l'électricité de façon massive avant de la produire. Mais une fois produite l'électricité, on peut quand même la stocker quelque part. Oui, on peut la stocker, mais en petite quantité. Vous avez par exemple un téléphone portable ou un ordinateur. Vous savez qu'il y a une batterie à l'intérieur. Ah, ben oui. On peut stocker l'électricité là-dedans. Mais quand ça vient qu'à alimenter toute une province, où est-ce qu'on va stocker cette électricité? Alors, il y a différentes façons de stocker l'électricité, mais il n'y en a pas une qui arrive à stocker autant d'électricité que les réservoirs d'eau, que les réservoirs de charbon ou de gaz naturel ou l'uranium. On peut la stocker dans les batteries. De transformation aussi qui fait qu'on perd beaucoup d'énergie. Exactement. Dans le storage oui. et dans l'utilisation. Dans le stockage et dans le déstockage, vous l'avez dit. Donc, on peut stocker sous forme électrique, dans des accumulateurs électriques, sous forme chimique, dans des batteries, sous forme mécanique, on peut comprimer de l'air, stocker cet air dans un réservoir souterrain, dans une citerne, et quand le temps est venu, on peut récupérer cet air compressé. On peut stocker aussi dans des volants d'inertie qu'on appelle, ce sont de grosses roues extrêmement lourdes qui tournent sur elles-mêmes. Et lorsqu'on manque d'électricité, ben, cette grosse roue peut entraîner un alternateur pendant quelques minutes pour justement produire de l'électricité. Ça, c'est très utilisé pour éviter des dommages aux équipements électroniques. Mais encore là, c'est des stockages. Marginal. C'est marginal, exactement. On peut stocker aussi dans l'hydrogène. Alors, vous allez dire, oui. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors ça, c'était très important pour vos auditeurs. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène n'existe pas à l'état libre sur la planète Terre. Oui, il existe à l'état libre sur la planète Jupiter, mais pas sur la planète Terre, pour 2 raisons. La première, c'est que l'hydrogène, c'est un élément extrêmement réactif. Et lorsqu'il est dans l'air libre, soit qu'il réagisse avec l'oxygène pour dégager de la chaleur et former de l'eau, c'est très bien, soit qu'il s'échappe de la planète Terre parce qu'il est très léger et puis la planète Terre n'a pas la gravité pour le retenir. Ouais, alors vous allez me dire, ouais, ben à ce moment-là. Se souvenir du tableau périodique, l'hydrogène. Exactement. Voilà, c'est la plus petite molécule. Alors vous allez dire, oui, mais à ce moment-là, où est-ce qu'on prend l'hydrogène sur Terre? Ben, on va le chercher dans 2 molécules,
La première et la principale, c'est dans le gaz naturel, dans le méthane, le CH4. On va casser la molécule de gaz naturel et on récupère l'hydrogène. La deuxième, c'est la molécule d'eau. On va casser la molécule d'eau et on récupère l'hydrogène. Mais pour casser la molécule de méthane et casser la molécule d'eau, on a besoin d'énergie. Donc, il faut produire quelque part cette énergie pour casser la molécule et ensuite récupérer l'hydrogène. Et cet hydrogène, ensuite, on peut l'utiliser pour alimenter des piles à combustible, c'est-à-dire c'est un dispositif qui peut convertir directement l'hydrogène en électricité. Mais là, vous le voyez déjà, là, ça fait beaucoup d'étapes. Parce qu'on avait produit quelque part, exactement, on a produit quelque part de l'électricité qui va être utilisée dans un électrolyseur pour casser la molécule d'eau, pour récupérer de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va le mettre dans un pipeline avec un compresseur qui va acheminer l'hydrogène quelque part. On va le stocker avec un autre compresseur dans un réservoir quelconque. Ensuite, on va récupérer cet hydrogène pour le mettre dans une pile à combustible ou dans un moteur à combustion où il va réagir et ça va donner de la chaleur ou de l'électricité. Donc, on a beaucoup de conversions. Et à chaque fois qu'on a de la conversion, bon, on dégrade la qualité de l'énergie et surtout, on pollue. On laisse une empreinte environnementale. L'hydrogène, c'est comme l'électricité. Il faut le produire. C'est pour ça qu'on appelle cela un vecteur énergétique. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de commentateurs qui mettent l'emphase sur l'hydrogène comme source d'énergie. C'est intéressant. C'est intéressant, mais ça se fera pas, encore une fois, en claquant des doigts. Par exemple, je vous disais, l'hydrogène, une fois produit, il faut le transporter. On va le transporter dans un pipeline. Les pipelines actuels peuvent-ils transporter l'hydrogène? La réponse est non. La raison est très simple, c'est que l'hydrogène est une molécule tellement petite qui va diffuser dans le matériau, va rendre le pipeline fragile et ça va fuir. Donc, la meilleure façon de transporter l'hydrogène, c'est de le laisser sous forme de méthane. On va transporter le méthane et à destination, on va casser la molécule de méthane. Transformer sur place. Mais là, vous allez me dire, oui, mais le méthane, c'est un gaz qu'on utilise beaucoup dans les fournaises. Hein. Vous avez raison, c'est un combustible fossile. Autrement dit, la majeure partie de l'hydrogène dans le monde provient du gaz naturel. Donc, on ne s'affranchit pas des combustibles fossiles, à moins de prendre la molécule d'eau. Mais si on prend la molécule d'eau, il faut quelque part avoir de l'électricité qui a été produite, je ne sais trop où, pour casser la molécule d'eau. Avec une des trois sources que vous avez nommées au début, soit l'hydroélectricité, soit le nucléaire. Et soit les centrales thermiques au charbon ou au gaz naturel. Mais voilà. Là, on revient à faire le cycle. Ça fait qu'en réalité, il y aurait le nucléaire et l'hydroélectricité qui ne seraient pas l'utilisation des hydrocarbures. Oui, il y aurait aussi les éoliennes qui pourraient être utilisées. Ce serait une façon de stocker l'électricité produite par les éoliennes lorsqu'elles tournent. Mais encore là, on récupère l'énergie cinétique du vent pour faire tourner les pales de l'éolienne qui produisent de l'électricité qu'on va envoyer dans un électrolyseur qui va casser la molécule d'eau. On va récupérer l'hydrogène. Ensuite, il va falloir utiliser de l'électricité pour alimenter des compresseurs qui vont comprimer l'hydrogène pour le stocker, pour le transporter. Et ensuite, on va mettre ça dans un autre réacteur chimique pour récupérer cet hydrogène, pour dégager de la chaleur, qui va entraîner une turbine, qui va faire tourner un arbre, qui va produire de l'électricité. Alors, votre question va être, à ce moment-là, pourquoi on n'utilise pas l'électricité du début? Directement. Ça dépend ce qu'on veut faire avec. Ouais. Voyez-vous? Ça dépend. Mais pour l'entreposer, ça serait une façon de faire, mais idéalement, c'est si on pouvait utiliser l'électricité directement, dont il y aurait moins de pertes, de friction, de chaleur, de stockage, de tout ce qui est autour de ça. Ce sont de beaux défis. Mais encore une fois, il ne faut pas s'imaginer que la technologie de l'hydrogène, ça va être demain, ça va être dans 5 ans, ça va être dans 10 ans. Ça va être dans des générations à venir. Et si ça vient, bien sûr. OK, c'est même à ce niveau-là si ça vient. Parce que j'avais jamais vu ça comme ça non plus, un vecteur
Puis c'est intéressant de voir ça de cette façon-là parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de produire, c'est pas une énergie en tant que telle. Et Voilà, puis, voilà. je pense que ça aussi, c'est des informations que Oui, les gens doivent savoir et comprendre. oui, tout à fait. En fait, les vecteurs qui me viennent à l'esprit, là, c'est l'électricité, l'hydrogène, l'éthanol OK? et le biodiesel. Parce que l'éthanol, qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool. Hein? Oui, L'éthanol l'alcool. qu'on achète au Québec, c'est à la SAQ, essentiellement. Ouais. Mais c'est pour nos estomacs. Mais on peut utiliser le même éthanol dans un moteur à combustion interne, avec quelques petites modifications, bien sûr. Mais cet éthanol, ça provient essentiellement, c'est de l'énergie solaire qui a été captée par des Par les plantes. plantes. On cultive ces plantes, on fauche ces plantes, on les broie, on les met dans un réacteur chimique, on met du sucre et ça donne de l'éthanol. Mais toutes ces transformations, ça demande d'utiliser diverses formes d'énergie, des engrais, de l'eau, des terres arables. Et à la fin, ben, on a un produit, l'éthanol. Oui, c'est un combustible intéressant, mais quand on prend en compte l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, toute l'énergie qu'on a dépensée, on ne récupère en général pas l'énergie qui provient de l'éthanol parce qu'on en a mis beaucoup plus pour la cultiver, transformer, etc. Mais, ceci étant dit, ça demeure quand même l'éthanol de l'énergie solaire à la base. Ouais. Je dis souvent l'énergie solaire, c'est gratuit. L'énergie solaire est gratuite. Le charbon, c'est gratuit. Le pétrole, c'est gratuit. Le gaz naturel, c'est gratuit. L'uranium, c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est de l'extraire, de le transformer. C'est ça qui coûte cher. Puis moi, souvent, quand je parlais des différentes... Pour moi, il y a seulement vraiment juste une forme d'énergie qui est l'énergie solaire parce que le pétrole vient aussi des plantes qui ont été... Puis le processus que vous avez dit tantôt, moi, mon domaine, c'est le pétrole puis le gaz. Puis ça a été créé sur des dizaines de millions d'années, mais c'est quand même de l'énergie solaire emmagasinée dans le sol. Le vent est dû au soleil aussi. Les mouvements de marée, ensuite de ça, la Lune et le Soleil. Ça fait que notre principale source d'énergie, c'est le Soleil sous différentes formes. Sous différentes formes, exactement, vous l'avez bien dit, c'est décliné. En fait, on maîtrise comme espèce deux sources d'énergie sur Terre, le Soleil et le nucléaire. C'est les deux seuls. Tous les combustibles fossiles, vous venez de le dire, remontent au Soleil. L'énergie solaire photovoltaïque, thermodynamique, thermique, c'est le Soleil. L'éolienne, c'est le Soleil. L'hydroélectricité, c'est le Soleil, puisque le Soleil, c'est une gigantesque pompe qui va pomper l'eau en amont des réservoirs. Et voilà. Et puis le nucléaire, ben, on connaît la géothermie, parce que la chaleur provenant du sol provient essentiellement de la radioactivité dans le sol. Donc, si vous avez une pompe géothermique chez vous, elle fonctionne à l'énergie nucléaire. Puis ça, là, ça, c'est quelque chose que je trouve important que vous dites, puis que je veux démystifier pour les gens. Là, vous parlez de radiation, puis de nucléaire dans la géothermie. Pourquoi les gens ont peur? Puis pouvez-vous expliquer, là, pour la population en général, c'est quoi cette énergie-là? Comment ça fonctionne? Puis c'est quoi les dangers qu'il y a pour nous autres, réellement? D'accord. L'énergie nucléaire, vous et moi, on est fait d'éléments chimiques stables. Mais sur la planète Terre, il y a à peu près moins d'une centaine d'éléments chimiques stables. Mais il y a à peu près 2000 éléments chimiques instables. Okay. Quand je dis instables, ils sont radioactifs. La plupart sont créés artificiellement, mais il y en a une centaine d'éléments chimiques instables. Par exemple, dans le sol, il y a de l'uranium. Alors cet uranium, c'est un élément chimique instable. Oui. Il y a l'uranium 235, dont la demi-vie est de 700 millions d'années. Et il y a de l'uranium 238, dont la demi-vie est à peu près l'âge de la planète Terre, à peu près 4,5 milliards d'années. Dans le sol, il y a aussi du thorium, dont la demi-vie est de 14 milliards d'années. Et il y a par exemple, du potassium 40 dans la Terre, dans les bananes que vous mangez, oui. Dans les noix que vous mangez, et ça, c'est tout à fait naturel. Sa demi-vie est à peu près 1,5 milliard d'années.
Dans l'air que nous respirons, il y a du carbone 14. Oui. Vous et moi, on est fait essentiellement de carbone, mais dans notre corps, nous avons des atomes de carbone 14. Le carbone 14, il est instable, il se désintègre avec une demi-vie de à peu près 5200 ans. Quand je parle des intégrations radioactives, ce que j'entends, c'est que le noyau n'est pas content, il est instable et il émet une forme d'énergie. Et la forme d'énergie, ben, c'est ce qu'on appelle le rayonnement ionisant. Dans l'atmosphère, il y a de l'hydrogène radioactif qu'on appelle le tritium. Alors le tritium a une demi-vie d'à peu près 12 ans et demi. Et lui aussi, il émet un rayonnement. Et la montre que je porte présentement, les chiffres sont faits d'un mélange de peinture fluorescente et de tritium, d'un gaz tritier. Okay. Et le tritium, en se désintégrant, émet une énergie, une particule radioactive, et cette particule va exciter la peinture, et la peinture donc devient luminescente dans le noir. Et par exemple, tous les enseignes d'exit, de sortie dans les cinémas, etc., les centres d'achat, ben, c'est alimenté par des sources au tritium. Dans un avion, si à un moment donné, il y a une panne d'électricité dans le cockpit, ben, le pilote doit voir tous les appareils. Ben, tous les appareils sont illuminés par de la peinture avec laquelle vous avez du tritium dedans. Ça fait que c'est autour de nous, partout. Par exemple, tous les épices qui entrent au Canada sont irradiés justement par un élément radioactif qu'on appelle le cobalt-60. Pourquoi on irradie toutes les épices qui entrent au Canada? Ben, c'est une raison sanitaire. C'est pour éviter d'avoir des éléments pathologiques. Et si vous mangez de la pizza, des pâtes, n'importe quoi, ben, il y a des épices à l'intérieur. Ça a été irradié. Si vous utilisez des produits de beauté, les crèmes de beauté, tout ça, pour enlever les éléments pathologiques, ils sont irradiés. En médecine, tout ce qui n'est pas métallique, qui ne peut pas être stérilisé dans l'eau bouillante, c'est stérilisé par rayonnement, donc par le cobalt-60. D'ailleurs, en parlant de médecine, dès que vous mettez le pied à l'hôpital, vous êtes à peu près sûr qu'on va vous irradier. On va vous irradier avec différents appareils, différentes technologies nucléaires qui permettent de voir à l'intérieur du corps humain. Et si vous avez, je ne sais pas, des maladies très graves, ben on peut détruire les éléments indésirables ou les tissus indésirables par irradiation. Donc, les gens ne devraient pas s'inquiéter outre mesure quand on parle de radiation, parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait un projet de mine d'uranium ici au Québec, puis le fait qu'on parlait d'uranium, ça avait levé un tollé. Puis c'est utilisé partout, comme vous le dites, autant au niveau médical que au niveau dans notre vie au quotidien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la basse Côte-Nord, lorsque vous êtes près du village de Bayon-Bits, qui se trouve cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à Natashquan. Donc, le long de l'accotement de la route, vous pouvez ramasser des cailloux qui sont radioactifs. C'est ce que j'ai fait, qui contiennent de l'uranium. La route 138 a été construite avec du minerai qui est radioactif. Ah, c'est vraiment, c'est des bonnes anecdotes parce que les gens, ils vont écouter, puis ça, là, ça va ôter des peurs. Parce que moi, il y a quelque chose que je regarde au niveau énergétique, puis qui m'a tout le temps fasciné. Puis ça vient surtout de personnes comme vous, des docteurs qui en ingénierie, qui développent. Là, on parle de la différence entre la fusion et la fission nucléaire. On parle que dans le futur, on s'en va vers quelque chose qui va être très intéressant. Tu sais, je voudrais que les gens arrêtent d'avoir peur juste pour avoir peur. Si on est capable d'extraire des minerais ici au Québec, on devrait le faire parce que ça va aider toute la planète. Ça, c'est une des premières choses. J'aimerais vous entendre sur ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre la fusion et la fission? Oui. Alors, la fission, essentiellement, ce que c'est, ce sont des éléments lourds, comme l'uranium,
Dans la nature, l'élément le plus lourd qui soit, le noyau le plus lourd, c'est l'uranium. Il est tellement lourd qu'on peut le casser. Donc, lorsqu'on casse un noyau lourd, on appelle ça la fission nucléaire. Et en cassant le noyau lourd, il se fissionne, il se casse, il se brise, et les particules qu'il émet dans la matière, c'est comme lorsque vous frottez vos mains, ça dégage la chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on récupère pour faire bouillir de l'eau, qui entraîne une turbine à vapeur, qui fait tourner un alternateur, qui produit de l'électricité. Ça fait qu'un réacteur nucléaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, exactement. Ce que je viens de décrire, c'est la cuve d'un réacteur nucléaire qui fonctionne actuellement. Alors que la fusion nucléaire, là, c'est l'inverse. On prend des éléments très légers, comme des éléments, l'hydrogène, ou des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Et si on les met dans un environnement où la température est suffisamment élevée, on parle ici de plusieurs dizaines de millions de degrés, ben ils vont se fusionner, les noyaux vont se fusionner, et en se fusionnant, ils vont dégager davantage d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle donc la fusion nucléaire. C'est ce qui fait fonctionner le Soleil et toutes les étoiles dans l'univers. C'est de l'hydrogène qui se fusionne, qui donne de l'hélium et du rayonnement, de la lumière, de la chaleur. Et hélium, eh ben, c'est Hélios. C'est pour ça qu'on l'a découvert sur le Soleil, l'hélium, et c'est la raison pour laquelle, ben voilà, on appelle cela le Soleil Hélios. Donc voilà. Alors la fusion nucléaire, on n'a pas réussi. On a réussi à la provoquer sur Terre, mais dans des réactions spontanées. Mais on ne maîtrise pas cette réaction nucléaire. Il y a 50 ans, lorsque j'étudiais en physique, mes professeurs me disaient « Oh, dans 50 ans, il va y avoir des réacteurs à fusion nucléaire qui vont produire de l'électricité. » Moi, aujourd'hui, je vous le dis, dans 50 ans, je doute fort qu'on ait des réacteurs à fusion nucléaire. Ça fait que c'est très, très loin dans le temps. C'est très, très loin. Expérimentalement, on peut arriver à fusionner des noyaux de deutérium et de tritium, donc des isotopes d'hydrogène, pour dégager de l'énergie. Mais c'est dans des installations expérimentales. C'est fascinant comme recherche pour les physiciens, mais pour l'ingénieur que je suis, les problèmes technologiques sont considérables. Il faut vous imaginer que essentiellement, cette technologie, il faudrait maintenir dans une bouteille des éléments qui se trouvent à plusieurs dizaines de millions de degrés. Ouais, c'est le soleil en bouteille, là. Soleil en bouteille, exactement. On n'y arrive pas. Et puis, en plus, vous allez me dire, si on a besoin de tritium, il n'y a pas suffisamment de tritium sur la planète Terre. Il va falloir le produire. Et le produire, encore une fois, ben, on va le produire dans des réacteurs nucléaires. Il va falloir bombarder du lithium avec des neutrons qui proviennent de réacteurs nucléaires pour faire du tritium qui va servir de combustible aux réacteurs à fusion. Et là, on est loin de maîtriser cette technologie. Au laboratoire, on sait comment faire, mais pas de façon industrielle. Voilà. Et puis, évidemment, si on veut maintenir un environnement où vous avez des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés Kelvin, ça va falloir, il n'y a pas de matériaux qui peuvent résister. Donc, il faudrait confiner ceci dans des bouteilles magnétiques. On sait faire les bouteilles magnétiques, mais ces bouteilles magnétiques sont dans des aimants super puissants qui doivent être refroidis presque à 0 Kelvin, c'est-à-dire le zéro absolu. Et là, ben, écoutez, quand c'est une installation industrielle, ça va être une bombe, cette affaire-là. Donc, il y a beaucoup de défis. Ça va prendre plusieurs dans le sud de la France. Voilà, dans le sud de la France, présentement, il y a un projet qui s'appelle ITER, où on est en train de construire un réacteur à fusion nucléaire, mais c'est expérimental de ce côté-là. Parce qu'il y a une chose qui est importante, la population grandit sur la planète. Les gens, autant en Inde qu'en Chine, veulent avoir un train de vie semblable au nôtre. Puis, oui, ça serait probablement une solution de pouvoir développer un peu plus le nucléaire sur la planète. Ça serait pas une... Parce que j'ai tout le temps pensé, moi, la bonne énergie à la bonne place.
Le gaz naturel à sa place, le pétrole à sa place, le charbon à sa place quand c'est bien fait. Le nucléaire, bon, j'y crois beaucoup. On en a eu au Canada, puis j'ai visité des centrales, puis je trouve ça merveilleux, la technologie qu'il y a derrière ça. L'hydroélectricité, c'est bon, mais ça prend des rivières. Puis ça a quand même un gros impact, l'hydroélectricité. Donc, il faut déplacer des énormes quantités de roches et les montagnes qu'on fait derrière ça, puis c'est quand même un gros impact. Comment vous voyez ça? Parce que, justement, pour subvenir, puis vous avez parlé là, tantôt là, des coûts d'énergie en Europe, dans la situation actuelle, comment vous voyez ce développement-là? Qu'est-ce qui devrait être l'orientation que les politiciens prennent pour s'assurer que l'énergie arrive aux personnes? Alors là, vous me posez une question qui sort complètement de mon domaine, c'est-à-dire le côté de la politique. Quand ça vient qu'à la politique, là, tout est possible. Ouais. Je dis souvent, tout est possible quand on ne sait pas de quoi on parle. Moi, je vais la reprendre si vous me permettez. Voilà. Alors, je ne vais pas dire au ministre quoi faire et comment le faire. C'est pas mon domaine et ça m'échappe totalement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les formes d'énergie que l'on développe, toutes les technologies de l'énergie que l'on développe, il y a toujours des avantages et il y a toujours des inconvénients. Et c'est sûr que si on essaie de faire la prospective, de dire où le Québec ou le Canada va se retrouver dans 10 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, quelles vont être les formes d'énergie, c'est sûr qu'on va continuer. Premièrement, les combustibles fossiles ne vont pas disparaître. Ça, il faut enlever ça de la tête des gens. Quand j'entends les gens, ou du moins dans les médias, fustiger le développement des combustibles fossiles, j'en perds mes cheveux et je m'en reste plus beaucoup. Parce que on s'est construit un monde qui repose sur les combustibles fossiles. Ce que je vois, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus astucieux dans la consommation des combustibles fossiles. Présentement, on utilise les combustibles fossiles pour payer l'épicerie. Il faut utiliser les combustibles fossiles pour investir dans la maison. Autrement dit, regardez autour de vous, et je pense que je suis en train de prêcher à un converti, mais regardez autour de vous, il n'y a à peu près rien, aucun matériau, aucun service qui n'a pas nécessité quelque part des combustibles fossiles pour arriver. Oui, même si on ne la nourriture, la molécule est dans tout ce qu'on a autour de nous. Voilà. Même la nourriture que l'on mange, c'est fait à partir d'ammoniac, mais cet ammoniac, on doit le produire pour faire des engrais azotés. Et les engrais azotés, l'ammoniac, qui rentre dans la composition donc des engrais azotés, l'ammoniac, ça provient de l'hydrogène. Vous allez me dire, oui, mais d'où provient l'hydrogène? Essentiellement, la presque totalité de l'hydrogène provient de la molécule de gaz naturel. Donc, moi, ça me peine de voir que l'on utilise trop les combustibles fossiles pour alimenter des moteurs à combustion interne dans des voitures qui, la plupart du temps, sont immobiles 95% du temps. Si vous roulez 1 heure par jour, c'est 5% du temps, vous utilisez votre voiture 95% du temps. Voilà. Donc ça me peine. Mais on ne pourra pas se passer des combustibles fossiles parce que tous les plastiques, les polymères, les matériaux, le ciment, l'acier, c'est fabriqué avec du charbon, du gaz naturel, du pétrole. Donc, je souhaiterais, dans la transition énergétique mondiale, que l'on mette l'emphase sur l'utilisation des combustibles fossiles davantage sur l'investissement au détriment du gaspillage. Oui, tout à fait, parce que, puis ça, là, je vous rejoins là-dessus, j'ai personnellement, puis dans mon travail, l'utilisation du moteur électrique, pour moi, parce que j'ai des foreuses, là, je suis un foreur pétrolier, puis si vous me donnez le choix, je vais tout le temps prendre la foreuse électrique. Pourquoi? Parce qu'on a
la puissance instantanément du moteur électrique et le torque. Ça, pour moi, la voiture électrique, c'est ce qui fait le plus de sens pour moi. Le transport en commun, encore mieux. Parce que, puis, vous allez trouver ça drôle aussi. Calgary, j'adore aller là. Ils ont un monorail qui s'appelle le C-Train, qui Oui, est, t'embarques, peu importe la place dans la ville, ça t'amène à l'autre place, puis eux, ils ont la chance, c'est gratuit. Ça fait que les gens l'utilisent. Tu veux pas avoir une voiture en ville. Puis ça, là, c'est la seule chose, je viens de la Gaspésie aussi, mais ça va être difficile de développer ces transports-là dans les régions. tout à fait, Tu vas tout encore à avoir fait, besoin de véhicules tout à fait, individuels. tout à fait, tout à fait. C'est Mais la bonne énergie à la bonne place. oui, voilà. Mais je mets un bémol sur la voiture électrique. Oui. Là aussi, la voiture électrique n'est pas salvatrice. La voiture électrique, moi, je suis pour la voiture électrique pour deux raisons. Personnelles, ça fait moins de bruit. Et deuxièmement, la qualité de l'air autour de chez moi, elle va être meilleure. Par contre, l'empreinte environnementale de la voiture électrique par rapport au moteur thermique, incomparable. On va aller polluer ailleurs. Pourquoi? Parce que la voiture électrique est faite de matériaux beaucoup plus exotiques que le moteur à combustion interne. On a besoin de terres rares. Il va falloir extraire ces terres rares, donc ces éléments qui sont rares dans la croûte terrestre. Comment on va les extraire? Avec des combustibles fossiles. Comment on va les convertir avec des combustibles fossiles? Et comment on va les mettre ensemble pour faire un moteur électrique avec tous ces contrôles, etc., et les accumulateurs thermiques, les accumulateurs électriques? Ben, on va faire ça avec des combustibles fossiles. Mais on va polluer ailleurs. Donc, le gros avantage pour nous, dans des pays, nous qui habitons un pays riche, ça va être qu'on va aller polluer ailleurs. Je faisais une analogie à certains de mes amis. Je disais, la vraie voiture verte aujourd'hui, c'est la voiture qui est à Cuba, qui a été produite dans les années 50, puis qui ont recyclé 300 fois. C'est la voiture verte. Elle a été produite il y a des dizaines d'années, puis ils continuent à l'utiliser. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis, pour vous dire à quel point, enfin, moi, je mets aussi un autre bémol, c'est pourquoi passe-t-on d'un un VUS thermique à un VUS électrique? Ouais. C'est là que je me dis, on fait fausse route. On passe d'un VUS qui pèse presque 2 tonnes thermique à un VUS électrique qui pèse 2,6 tonnes. Ouais. Parce qu'il faut compter les 600 kilos de batterie. Ouais. Et les batteries, c'est fait de lithium. Dans votre téléphone portable, vous avez une petite batterie au lithium. Dans votre portable, votre ordinateur, vous avez une petite batterie au lithium. Mais quand vous avez besoin de plusieurs centaines de kilos de batterie au lithium dans une voiture électrique, où va-t-on aller chercher tout ce lithium sur la planète Terre? Il n'est pas aussi abondant que les combustibles fossiles. Donc, c'est là que je me dis, la voiture électrique, oui, c'est intéressant, mais peut-être que si on était conséquent dans notre raisonnement, c'est-à-dire en regard à vouloir sauver la planète et le climat, peut-être qu'on devrait aller vers des voitures électriques beaucoup plus sobres et non pas des monstres qui sont électriques aujourd'hui. Et il faut se rappeler que sur Terre, à peu près 70% de toute l'électricité produite sur la planète Terre présentement provient de centrales thermiques au charbon et au gaz naturel. C'est parce qu'ils n'ont pas réinventé avec la voiture électrique. Ils ont pris le modèle à combustion, puis ils ont dit, bon, on va mettre un moteur électrique dedans. Moi, il y a une chose aussi que je crois beaucoup à la pile à combustion qui est pour moi, qui aurait beaucoup plus d'avenir qu'une pile rechargeable. La pile à combustible est intéressante, oui. Mais, encore une fois, c'est toujours des niches des endroits où on a besoin d'occuper, parce que la pile à combustible permet de convertir l'hydrogène directement en électricité. C'est l'inverse de l'électrolyse. Mais comme je vous disais, la pile à combustible, c'est très propre. Son déchet, c'est de l'eau. Oui, mais avant, il a fallu produire de l'hydrogène. Et comment l'a-t-on produit? Puis on n'a pas d'hydrogène natif. Voilà. Alors, c'est toujours cette question. Je dis toujours, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais avec la voiture électrique, on va casser les œufs ailleurs. Pensez-vous que ça serait possible d'arriver avec une pile à combustion qui fonctionnerait avec le CH4 en captant le carbone? Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce serait intéressant.
Parce que le CH4, on peut faire un gaz renouvelable aussi, là, avec, en recapturant les émissions des... Centre d'enfouissement, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ça demeure toujours, ça demeure toujours du méthane. Voilà. Il y a un secteur qu'on n'a pas encore parlé beaucoup, vous en avez parlé un petit peu, puis je voudrais vous entendre un petit peu plus sur la géothermie. Comment vous voyez ça dans le mix énergétique? En fait, il y a plusieurs types de géothermie. Il y a la géothermie en profondeur, c'est-à-dire dans certaines régions de la planète, des régions surtout volcaniques, des terres surtout volcaniques, on peut aller chercher de l'eau à haute pression, haute température, à plusieurs kilomètres de profondeur. Et ça, cette eau, on peut la faire passer dans un échangeur de chaleur, produire de la vapeur et produire de l'électricité. C'est ce qu'on fait par exemple en Islande. En Islande, c'est une terre volcanique et on a développé la géothermie comme nulle part ailleurs dans le monde. Ça se prête bien. Nous, au Québec ou au Canada, on n'a pas ce genre de source. Par contre, on peut, oui, exploiter la chaleur provenant du sol, mais ça va être une chaleur à basse température. Donc, une chaleur à basse température peut nous servir essentiellement à chauffer les maisons et non pas produire de l'électricité puisque la température est trop basse. Mais ça demeure une machine et c'est une installation. Quand vous construisez une maison au Québec, la plupart des nouvelles maisons au Québec sont chauffées à l'électricité. Ouais. D'ailleurs, ils sont en train de passer des lois pour interdire d'autres formes de chauffage. C'est ça. Mettre les plaintes électriques dans une maison, ça coûte quelques milliers de dollars et c'est fini et c'est inusable. La maison va tomber en ruine avant qu'on change les plaintes électriques. Donc c'est inusable parce que ce n'est qu'une résistance électrique où on dissipe l'électricité sous forme de chaleur. Et pourquoi on fait ça au Québec? Ben, c'est parce que l'électricité est presque gratuite au Québec. Oui. On n'a pas à se plaindre par rapport au reste du monde. Point de vue physique, ça fait pas de sens, par exemple. Exactement. Du point de vue physique, ça n'a aucun sens. Alors que la thermopompe géothermique est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on peut déplacer avec une unité d'énergie électrique, on peut déplacer à peu près 2,5 unités de chaleur. Autrement dit, votre facture d'électricité vous coûterait 2,5 fois moins cher. Mais il faut installer ce système. Alors, dans un de mes livres, je me suis dit, un jour, dans un Québec utopique, le ministre de l'Énergie décide, en fait c'est le premier ministre, parce que c'est une discussion entre le premier ministre et le ministre de l'Énergie, et vous allez voir ce qui se produit avec le ministre de l'Énergie, c'est que le premier ministre décide de subventionner pour tous les propriétaires de maisons et de logements au Québec de changer les plaintes électriques par un système géothermique, donc un thermopompe géothermique. Le problème avec ça, c'est que physiquement, ça prendrait des décennies, voire des générations à produire ces machines, à installer ces machines. On n'a pas les matériaux, on n'a pas la main-d'œuvre, et en plus, les thermopompes géothermiques, comme les réfrigérateurs, comme les déshumidificateurs, et comme les thermopompes RR, il y a un réfrigérant à l'intérieur. Et ces réfrigérants, on ne cesse de les changer à tous les 20 ans. Quand on change le réfrigérant, il faut changer toute l'installation, toute la machine. Elle dit, mais pourquoi on change les réfrigérants? Ben, c'est parce que il y a 30-40 ans, les réfrigérants, c'était des CFC, chlorofluorocarbone. On s'est rendu compte que quand une molécule de chlorofluorocarbone s'échappe, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Donc, on a changé ça pour le R134A, qui est un nouveau type de réfrigérant que vous avez dans votre frigo à la maison. Il est moins dommageable, mais s'il s'échappe dans l'atmosphère, il va encore endommager la couche d'ozone. Donc, en 2030, on n'en fabrique plus. À partir de 2030, ça va être un autre réfrigérant. Toujours de mieux en mieux pour l'environnement, mais à chaque fois, s'il faut changer de réfrigérant, il faut tout changer le système. Ça prend des nouveaux compresseurs, des nouveaux détendeurs. Exactement. Et là, ça coûte des sous. Ça coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est pas évident. Ça va être dur de changer les paradigmes des gens comme ça parce que on a optimisé nos façons de faire actuellement. Puis c'est votre point 1, là, ça va prendre des générations. Ça va prendre des générations. Oui, tout à fait.
Pour rassurer vos lecteurs, vos auditeurs, j'ai chez moi j'ai acheté un condo et il y a un système de chauffage avec une thermopompe air-air. Et là, je me croise les doigts parce que le technicien est venu chez moi, il a fait quelques réparations, il m'a dit, tu sais, c'est un ancien réfrigérant que j'ai, c'est pas le R134A, c'en est un ancien. Tant que j'ai pas de fuite, ça marche. Mais il m'a dit, dès que tu as une fuite, il faut tout changer. Et ça va me coûter plusieurs milliers de dollars. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre tout simplement un système chauffage avec des plaintes électriques? Probablement, parce que c'est moins cher. Oui, puis après ça, ça va être à la vie du bâtiment. À la vie, voilà. Mais le jour où le kilowattheure d'électricité au Québec va être multiplié par 10, là, on va passer à la géothermie, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça, c'est une des questions, puis c'est un des podcasts que je veux faire dans le futur aussi, parce qu'avec l'électrification, puis les shortages, l'énergie en moins grande quantité, là, puis avec tous les projets qu'il y a présentement, ils vont récupérer les taxes où des hydrocarbures, puis de l'électricité, ça s'en va vers où? C'est quelque chose, puis on l'a vu avec le coût d'énergie en Europe, les décisions politiques ont souvent des influences majeures sur l'économie et la qualité de vie, bien sûr. Bien sûr. Hey, Dr. Lacroix, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça apporte beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais vous laisser le mot de la fin en conclusion, mais pour moi, j'ai adoré cette conversation. Ah, ben, ça me fait plaisir. Avant de conclure, j'aimerais quand même dire un mot. On parlait un peu plus tôt de radioactivité. Oui, la radioactivité, ça fait partie de notre environnement. Mais comme espèce, on s'est donné des machines, des systèmes, des dispositifs où on a produit de la radioactivité de façon artificielle, comme dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs, ou comme on fait à l'hôpital lorsqu'on passe des radiographies ou des tomographies, ainsi de suite. Et ça, cette radioactivité, ben, il faut quand même s'en protéger. Donc, on se donne des normes, des standards extrêmement rigoureux, et ça, c'est contrôlé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Okay. Donc, il ne faut pas laisser croire aux gens que la radioactivité est inoffensive. Non, il faut s'en protéger. Et une radioactivité naturelle de laquelle il faut se protéger, c'est le radon. Le radon, ça fait partie du sol. Et il y a des régions au Québec, comme la Basse-Côte-Nord ou comme la région d'Oka, où ce sont des terres plus riches en uranium. Et un des produits de désintégration radioactive, c'est le radon. C'est un gaz. Et il peut pénétrer dans votre sous-sol par les fissures du sous-sol. Et si vous restez dans votre sous-sol pendant plusieurs dizaines d'années, vous avez une chambre, tout ça, vous pouvez respirer ce radon. Et ce radon va dans les poumons, émet sa radioactivité et ça peut développer des pathologies pulmonaires au fil des années. Donc ça, il faut s'en méfier. Donc il y a des détecteurs au radon qu'on peut acheter, qu'on peut mettre dans son sous-sol. Et ça, c'est bien connu. C'est très bien documenté. Donc tout ça pour vous dire que la radioactivité, c'est un phénomène naturel, aussi artificiel, mais ça demeure quand même qu'il faut être vigilant, tout comme on l'est avec les produits chimiques, etc. Mais comme vous avez dit aussi, c'est autour de nous, il y a plus de 2000 molécules et choses différentes. Tout radioactif, oui, qu'on peut provoquer artificiellement, et une centaine à peu près naturellement. Voilà, naturellement. Donc, pour conclure, pour dire à vos gens la transition énergétique, écoutez, ça va pas se faire rapidement, ça va se faire sur des générations, et je pense que la meilleure chose, c'est de faire preuve davantage de sobriété dans notre façon de vivre. Mais notre qualité de vie est indissociable de notre maîtrise de l'énergie. Et ça, partout sur la planète. Excellent. Je vous remercie beaucoup, Dr. Lacroix. Ben, ça me fait plaisir. Merci encore. Ah, ça me fait plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Ceci conclut le 5e épisode de Mario Explore. Je tiens à remercier le Dr. Lacroix de son temps et des informations qu'il nous a apportées aujourd'hui, que je pense qu'il nous éclaire énormément. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, suivez-nous sur les différentes plateformes, partagez le plus possible. Je vous donne un rendez-vous très bientôt avec le 6e épisode. On va parler avec M. Daniel Pinty d'Hydrocarbures. À la prochaine!
Bye.